et pour également que ses admirateurs l'identifient aussitôt. Dans tous les cas, l'homme ne laisse pas indifférent. Rare est son parcours et admirable est son cheminement, bien que parsemé de grosses épines. Aide de camp du premier président du Mali, Modibo Keïta, après avoir connu les marécages du Vietnam, il se retrouve administrateur à Nara, à la frontière avec la Mauritanie, après le coup d'État du 19 novembre 1968. Puis gouverneur à Sikasso et à Ségou, puis silence. Le revoilà ensuite chef de cabinet militaire, directement sous les ordres du président Moussa Traoré, ministre de la Défense nationale. Bien sûr, les Kissima, Tchekoro et autres ne sont plus. Durant des années, Ologem cumule le titre de chef de cabinet militaire avec celui du chef d'état-major de l'armée de terre, de la gendarmerie nationale et est également commandant de l'EMIA, école militaire interarmes de Kati. Ensuite, le voilà ministre délégué chargé de la défense nationale. Puis silence profond depuis 1989. Jusqu'au coup d'État du 26 mars 1991 contre le général Moussa Traoré. Beaucoup l'ont vu descendre l'avenue de la nation, la fameuse nuit, comme au champ de Mars. On le voit assistant les jeunes nouveaux hommes forts les premiers jours des événements de mars. On croit à la résurrection, ou du moins à un comeback sur la scène. Quelques jours après, de nouveau, le silence. Viendra ensuite des communiqués radiodiffusés où il est question de sa mise à la retraite avec beaucoup d'autres officiers supérieurs. Voilà le général Abdoulaye Ologem. Parcours du combattant exemplaire pour plagier les militaires. Résistance politique incroyable dans cette Afrique agitée, écriront les historiens. Un homme béni et chanceux, dira le peuple des croyants, car le pouvoir est effectivement comme la rivière. Il noie celui qui l'est familier. Le journaliste que je suis s'intéresse aux secrets de votre vie, mon général. Je le sais, c'est la première fois que vous acceptez de témoigner. Merci pour la marque de confiance. Pendant des années, vous avez gardé le silence, qui est une sorte de langage pour qui sait l'interpréter. Aujourd'hui, 26 novembre 1991, soit 23 ans après le putsch de Moussa, 14 ans après la mort de Modibo Keïta, 9 mois après le putsch de ATT, vous avez accepté de parler, de témoigner. Il s'agira donc de dire l'histoire pour éviter les histoires. N'est-ce pas, mon général? Venu à mon domicile et me demander de parler de ce que je sais de feu sur le président Modibo Keïta. Et je vous remercie du fond du cœur. Et je le dirai plus loin. Mais avant de répondre à vos questions, vous savez, j'ai toujours demandé à Dieu de me donner l'occasion de parler un jour de feu le président Modibo Keïta que j'ai côtoyé pendant 8 ans. Et vous savez, également, il y a eu plusieurs écrits. Je vous me permettrai de vous montrer ce petit ouvrage sur la chute de Modibo Keïta, écrit par une de nos sœurs, Bintou Sanankwa. Et elle le dit bien dans sa préface, en date du 20 janvier 89, où il invite les militants, les citoyens, à faire connaître par écrit aux générations présentes et futures leur interprétation sur ce qu'elle a écrit. Donc l'occasion est bonne pour moi de dire quelques mots. Je ne connais pas le détail sur les préparatifs du coup d'État qui a renversé feu le président Modibo Keïta. Mais ce que je sais, c'est que de l'annonce du coup d'État, au moment où j'ai reçu le message, jusqu'au moment où nous nous sommes quittés à la maison du peuple, je peux dire que je suis un témoin privilégié. C'est à cause de cela que je vais reprendre certains de ces passages. Elle dit ici que dès que le président prend connaissance du contenu du message, il appelle sa femme. Je dis non.
C'est moi qui ai apporté le message à Modibo dans sa cabine en première, cabine de luxe. Il était là debout en même temps que sa femme, très tôt le matin. C'est moi qui lui ai annoncé. Le message n'était même pas écrit, parce que c'était une partie du message qui a été captée. Elle parle du message de la sûreté nationale. Non, pas du tout. Parce que là aussi, il faut le reconnaître, c'est un message que le radio que j'avais laissé sur place, au-dessus du conseil du gouvernement, qui nous a câblés pour nous annoncer qu'il y a un putsch. Et également, je vais ici, quand elle dit que d'autres parlent de l'aviation de Thessalite qui doit pouvoir rétablir l'ordre, c'est aberrant. À l'époque, il n'y avait pas d'aviation à Thessalite. Il y avait une piste d'atterrissage, mais il n'y avait pas le matériel nécessaire pour doter Thessalite d'aéronefs ou autres. Je vais plus loin. Quand elle dit à la page 50 ici, ils voient des soldats armés embusqués de part et d'autre de la route et pointant leurs armes sur eux. Ceux qui suivent de près la voiture présidentielle voient un militaire à la tête d'un détachement se diriger vers le président. Ils croiront par la suite qu'il s'agissait du lieutenant Tchekro Bagayoko, qui dit à Modibo, au nom du comité militaire de libération nationale, je vous prie de monter dans ce tank. En disant même le mot tank, j'ai l'impression que ça c'est une information qui lui a été donnée sûrement par un civil. Je la félicite d'ailleurs pour son courage d'avoir écrit ce document. De recherche de la vérité. La recherche de la vérité. Parce que à cette période, il était difficile d'écrire un tel document. Il fallait être à l'extérieur. Mais là aussi, c'est ironique. Nous aurons le temps d'en parler. Évidemment. Quand elle dit dans un autre document que Moussa a fait la campagne du Congo, ça aussi c'est une erreur. Moussa n'a jamais fait le Congo. Quand il y avait le bataillon malien au Congo, Moussa a peut-être été à Fréjus ou peut-être n'était même pas à Fréjus. La Tanzanie après. Il a fait la Tanzanie, mais pas le Congo. Nous y reviendrons. Et quand elle fait allusion au départ de Charles Samba Sissoko de la garde présidentielle, Charles a eu à écrire à Modibo une lettre personnelle qui n'avait pas passé par moi, qu'il a cru devoir remettre au planton de Modibo, Blond Sanaké, un garde républicain. Dès le départ de Charles, le garde est redescendu dans mon bureau et me remettre la lettre. Moi, je suis remonté, j'ai remis la lettre à Modibo, qui l'a lue, qui a porté la teneur de la lettre à ma connaissance. Mais je laisse le soin à Charles de dire ce que la lettre contenait. Je la garde pour moi. Mais en ce qui concerne son départ sur Thessalite, Charles a demandé à aller à Thessalite pour des raisons de famille, parce que sa famille est nombreuse. Il n'arrivait pas à subvenir à leurs besoins ici, parce qu'il était harcelé par de nombreux parents, lui étant des rails. Voilà pourquoi Charles est parti. 1 ou 2 mois après, il y a eu le putsch. Je laisse le soin à ceux qui nous écoutent de tirer eux-mêmes la conclusion. Quand Moussa dit dans sa déclaration ici, je vois à la page 54 que Moussa affirme qu'en toute sincérité, Modibo Keïta lui a fait pitié ce jour-là. Ce n'est pas connaître Moussa, ce n'est pas connaître Modibo. Il ne connaît pas l'homme. Et nous aurons l'occasion de longuement parler de Modibo et vous verrez les traits qui caractérisent feu le président Modibo Keïta. Disons qu'il ne le connaissait pas comme vous. Il ne le connaissait pas comme moi. En dehors de ça, il y a eu sur RFI, Radio France Internationale, par la voix Mémoire d'un continent,
et notre frère Kake qui a eu à demander à Moussa une interview sur l'arrestation de feu le président Modibo Keïta. À l'époque, il était difficile, vous et moi et bien d'autres, d'apporter un démenti à ce qu'il disait. Mais j'aurais été à sa place. J'aurais fait cette déclaration peut-être avant 78. Parce qu'aujourd'hui, au moment où il parlait, Moussa, c'était le seul intervenant. Il s'est attribué le beau rôle. Un officier, il aurait dû l'éviter. Parce que ce qu'il faut reconnaître, l'histoire ne ment pas. Et nous sommes sur ce terrain aujourd'hui. Nous aurons longuement le temps d'en parler. Vous verrez dans quelles circonstances Modibo a été arrêté. Et je vous en parlerai. En dehors de ça, il y a eu l'intervention du colonel Youssouf Traoré qui a répondu également à l'ex-président Moussa Traoré. Ils se sont renvoyés mutuellement la balle. Je dois dire que les deux ont créé une certaine confusion dans l'esprit des Africains. En dehors de ça, il y a eu dans un journal malien un écrit où on disait que Modibo Keïta étant arrêté, le général Ologem avait demandé à Youssouf et autres de ne pas lui accorder la possibilité d'aller au palais parce qu'il allait voler sur un tapis roulant. Ce sont des choses à ne pas écrire. Et même à ne pas y penser. Je trouve que c'est absurde. C'est une injure à la mémoire de Modibo. On n'interroge personne qu'un policier à l'époque. Est-ce que les officiers d'alors, en ce moment, je le répète, la police était sous l'autorité de Oumar Boré, donc elle était civile. Elle n'avait presque pas de rapport avec les forces armées. Est-ce que ces jeunes officiers accepteraient à l'époque d'associer un adjudant-chef de police? Je laisse aux uns aux autres le soin de répondre. J'ai vu également dans un numéro de Sans Fou, un journal clandestin de l'extérieur, d'avril 90, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 45, dont le titre, La guerre des officiers, la chute du général Ologem. C'est quand je suis sorti du gouvernement. L'article, je ne parlerai pas de l'article en entier, mais d'une seule phrase, où il traite le général Ologem d'avoir trahi feu le président Modibo Keïta et l'Union soudanaise RDA. Je dis tout simplement que l'auteur n'a pas mis son nom. Je l'en excuse d'ailleurs, mais ce qu'il doit savoir, c'est que la trahison n'est pas le propre du Dogon. À la lumière de tout ce que je viens de dire, mon frère Tchona, vous êtes un frère, vous êtes un ami, vous m'avez assisté quand j'étais dans le gouvernement. Quand j'ai quitté le gouvernement, lors de ma douloureuse traversée de désert, la troisième d'ailleurs, dans mon existence, j'ai gardé le silence durant 23 ans. J'accepte de répondre à vos questions. Eh bien, je vous remercie, mon général. Aujourd'hui, comme je le disais dans mon prologue, vous avez finalement accepté de parler. Parce que vous savez. Et c'est de tout cela que nous allons parler
puisque vous venez de démontrer qu'il y a des choses correctes, d'autres pas correctes, et vous excusez ceux qui ont fait l'erreur parce qu'ils ne savaient pas. Et je pense que quand il s'agit de la récolte de l'histoire, les grands témoins ont effectivement droit à la parole. Parlons donc de Modibo Keïta, Feu Modibo Keïta, qui fut le premier président du Mali, indépendant. Comment Modibo a fait votre connaissance? Après l'éclatement de la Fédération du Mali, j'ai été désigné par feu le colonel Sékou Traoré, qui à l'époque était capitaine d'ailleurs. L'armée malienne venait de naître. Pas sur les problèmes de qualité de Hologuem, mais il m'a désigné parce qu'il me connaissait. Et c'est là, pour la première fois, j'ai eu à accompagner Modibo à Paris, invité à répondre à l'appel du général de Gaulle. Donc tout est parti de là. Tout est parti de là. Je n'avais pas connu physiquement Modibo à l'époque. Vous ne l'avez pas fréquenté avant? Je ne l'avais pas fréquenté. J'ai eu à m'entretenir tout simplement au bout du fil avec lui. Quand j'étais à Saint-Mexan avec Timera Ali Sada, un Sénégalais, parce que notre promotion ne voulait pas aller se battre en Algérie. Donc nous avons eu à téléphoner à Modibo, qui était dans le cadre de la négociation pour l'indépendance des États africains, surtout de la Fédération du Mali, à Paris. Nous avons eu à téléphoner à l'ambassade. Dieu merci, nous avons pu joindre Modibo. Et c'est là où nous lui avons expliqué nos soucis, c'était de ne pas pouvoir aller en Algérie. Notre souhait, c'était de retourner dans le pays et encadrer nos armées nationales. Modibo de répondre aussitôt, quand son nom, de refuser d'aller en Algérie et de rentrer au Mali. Ça, c'est pendant que vous étiez en France? C'est pendant que nous étions en France. Bon, voilà de retour et vous avez donc été, à la faveur d'un voyage, choisi pour l'accompagner en tant qu'aide de camp. Vous êtes devenu aide de camp. Mais est-ce que vous avez été le premier et le dernier aide de camp de Modibo Keïta? Modibo n'a jamais eu deux aides de camp. De 60 à 68 jusqu'à son arrestation, j'ai été le seul aide de camp, de feu président Modibo Keïta. Dans ce travail, vous étiez assisté de combien d'officiers? Ils sont les principaux officiers qui vous assistaient dans ce travail? J'ai eu à créer la garde présidentielle pour la sécurité du palais, des voyages présidentiels. Et là, j'ai fait venir Charles Samba Sissoko, Koké Dambélé et ensuite Mohamed Keïta, en troisième position. Quand Charles Samba Sissoko est parti, Koké commandait la compagnie et Mohamed était le second. Est-ce qu'au fil des années, vous étiez devenu un familier à Modibo Keïta? Cela déterminera beaucoup la suite des questions. Un familier. Étiez-vous devenu un familier? Moi, il faut le reconnaître, au fil du temps, j'ai eu à admirer l'homme. Je l'ai approché, je l'ai étudié. Je crois qu'il m'a étudié parce que c'est un instituteur, il est psychologue. Et nous nous sommes aimés mutuellement. D'où est née la confiance réciproque. Quel trait de caractère vous admirez à Modibo? Vous savez, les documents en parlent. Notre sœur Bintou en parle. J'ai lu récemment même un document au moment où Alpha Oumar Konaré adressait ses vœux au congrès de l'Union soudanaise RDA récemment, et d'autres documents. Modibo, ce qui le caractérise, c'est sa simplicité d'abord. Deuxièmement, il est croyant. Il est intègre. Il est travailleur. Il n'aime pas les faux fuyants. Vous avez dit un des traits que je retiens, il est croyant. Et pourtant le choix du Mali était sous Modibo, la révolution
qui est généralement, comme on le dit, négation de la croyance. Et on dit que la religion est l'opium du peuple. Et lui, il était croyant. Est-ce que Modibo était réellement socialiste? Modibo était socialiste dans son âme. C'est-à-dire? Sur le plan familial, Modibo accepte de manger les produits locaux. Je prends un exemple. Dans la bouillie qu'on appelle communément le séri, si on mettait du miel, qui est notre production locale, Modibo se contentait de cela, s'il manquait du sucre. Il mangeait son tout. Il n'avait pas besoin d'un cuisinier chinois ou portugais pour faire sa cuisine. Et mieux, le consommé malien. Vous verrez des photos que je vous montrais, où Modibo ne s'habillait que presque qu'en tenue malienne, c'est-à-dire avec les tissus imprimés au Mali, la Comatex, ou bien avec nos tisserands. C'est du socialisme. En dehors de ça, quand il y a eu la révolution active, qui a fait grincer beaucoup de dents, Modibo volontairement a accepté de donner au peuple son champ de Mouribabou. C'est un sacrifice. Parce que depuis qu'il était instituteur, il a eu à travailler ce champ. Et en dehors de ça, quand il y a eu l'option socialiste en 60, et qu'il a eu à dire au congrès du 22 septembre 60 qu'on optait pour le socialisme, on a rompu les relations et d'une part avec la France et avec le Sénégal. Il a dit que ce sera très difficile. On ne l'a pas caché. Mais c'est là où on a vu la naissance des sociétés et entreprises d'État. Je vais vous poser une question pour me permettre d'avancer. Si je vous donnais 50 000 francs, Tiona, aujourd'hui, quel serait votre souci? Le souci, c'est quand même de remplir les obligations fondamentales de l'homme, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, se soigner, travailler. Et ceci étant, merci pour la confiance, voilà le souci dominant chez Modibo. C'est à cause de cela qu'il a demandé au parti, au gouvernement, de créer les sociétés entreprises d'État pour que le maximum de travailleurs puissent avoir un gain et subvenir aux besoins de leur famille. Voilà du socialisme. Mais Modibo a été mal compris. Modibo n'a pas été suivi. Peut-être que les uns et les autres, moi compris, n'avons pas eu le courage moral et physique de dire à Modibo que vous êtes dans l'erreur, vous allez trop vite. Il y a eu des erreurs, mais l'homme est ce qu'il est. Il doit commettre des erreurs. Mais ne pas les reconnaître encore, c'est un crime. Mais si on le lui avait dit, peut-être qu'il allait reculer. Voilà ce que j'ai à dire si Modibo était socialiste ou pas. Donc, vous ajoutez, vous témoignez que tout ce qui était fait de précipitation n'était certainement pas porté à la connaissance de Modibo Keïta. Je le crois parce que, vous savez, j'ai fait 2 régimes. On peut connaître certaines choses, on peut les ignorer. Quand on a un entourage, par exemple, hésitant, cet entourage peut ne pas vous porter à votre connaissance la bonne information. Il y a tous ces éléments. Bon, nous allons donc, comme vous le dites, avancer ensemble dans la découverte de cet homme et des grands faits de cet homme, de l'histoire malienne. Est-ce que, puisque vous avez créé la garde présidentielle et que vous étiez assisté par d'autres officiers, est-ce que vous étiez devenu incontournable dans les relations entre Modibo Keïta, président Modibo Keïta, et l'armée malienne naissante? Vous savez, jusqu'à l'arrestation de Modibo, j'étais sous-lieutenant à capitaine, donc c'est un petit grade. Je n'avais aucune ambition d'être incontournable. Et je ne vois pas
que ce soit sur le plan militaire ou bien sur le plan civil, qu'elle soit quelqu'un qui soit incontournable chez Modibo. C'est-à-dire? C'est-à-dire que non, l'influencer autre chose. Bon, alors, dans ce cas, moi, ça rejoint ce que vous avez dit d'ailleurs au départ, en disant que vous ignorez les préparatifs du coup d'État. Parce que selon que vous soyez incontournable ou pas, on pourrait situer que vous étiez certainement au parfum des préparatifs du coup d'État. Vous n'avez pas eu idée. Oui, là aussi, si vous voulez, je peux en venir. J'ai vu dans les journaux où on disait que l'actuel général Silla, qui est à la retraite, est venu me consulter pour me dire que Modibo doit échanger son pouvoir. C'est une espèce de négociation pour faire partir les anciens et que les jeunes restent, etc. Quand j'ai lu ça dans le journal, je ne suis pas... J'avais quitté le gouvernement. J'ai demandé au général Silla de venir me voir à la maison. Je lui ai fait lire l'article. Il a ri. Silla est un ami de longue date. Silla, de loin ou de près, ne m'a jamais tenu informé d'une préparation de coup d'État. Il ne pouvait pas le faire. Même s'il avait été consulté lui. Parce que j'aurais informé Modibo. Si vous étiez au courant que des officiers préparaient un push, vous aurez informé Modibo. J'aurais informé Modibo. En tant qu'aide de camp. En tant qu'aide de camp. Pourquoi? Parce que je n'aime pas trahir. Vous l'avez dit au départ, un Dogon, ça ne trahit pas. Mais quand est-ce que vous avez pris connaissance alors des préparatifs du push? Parce que vous reveniez, je crois, de Mopti en tournée présidentielle. Oui, on était en tournée dans la région de Koulikoro actuelle. Un matin, Alioune Diakité, qui était de la milice et en même temps conseiller à la présidence, a rattrapé la voiture présidentielle. On était à bord d'une Land Rover, Modibo, sa femme et moi. La Land était conduite par le chauffeur Wan. Il a fait arrêter la voiture et il a fait comprendre à Modibo qu'il lui demandait l'autorisation de retourner à Bamako. Il aurait appris qu'il y avait une préparation de coup d'État. Personne n'a répondu dans la voiture. Modibo a tout simplement dit à Alioune. Vous étiez précisément où? Sur quel trajet? Nous étions sur la route entre Koulikoro et Banamba. Modibo a répondu tout simplement à Alioune, vous pouvez partir. Nous avons effectué toute la tournée du secteur, les arrondissements, et nous avons pris le bateau sous-marin pour aller assister à la conférence de Koro. Personne n'a eu vent de ce que Alioune nous a dit. Et Alioune est parti à Bamako. Je n'ai plus revu Alioune, voilà, jusqu'à sa mort. Alors, donc vous avez su, on est venu vous avertir, la milice est venue vous avertir. Alioune est venu nous avertir en disant qu'il a eu vent qu'il y a une préparation de coup d'État et qu'il va aller à Bamako. Nous n'avons plus de nouvelles. Nous avons continué notre mission. Il ne vous a plus dit où on en est? Non. Vous n'avez pas demandé aussi où on en est? Pas du tout. Et vous avez quand même, est-ce que ce n'était pas un excès de confiance en soi? Peut-être parce que Modibo faisait beaucoup confiance à ses services. Et il faisait beaucoup confiance également à la milice. Donc il a supposé que le coup est déjoué? Ou bien, je ne comprends pas. C'est difficile que je vous le dise parce que je ne peux pas remplacer Modibo. En tout cas, moi, il ne m'en a pas parlé. Et nous avons continué. A-t-il donné des instructions à son ministre de la Défense? Parce que qui à l'époque, c'était Mamadou Diakité, qui est venu également à la conférence de Mopti. Ça, je ne sais pas, parce que ce n'est pas ma présence. Mais sur la radio, émetteur-récepteur que j'avais, je n'ai pas fait passer un message chiffré ou là-dessus, sur ce point. Voilà donc parti à Mopti. Nous sommes partis à Mopti à la conférence de Koro.
La conférence est terminée, nous avons repris le même bateau. Descendre sur Koulikoro. Pour descendre sur Koulikoro. Et partout où on passait, c'était les manifestations d'accueil. Au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Les riverains. Nous avons passé la nuit non loin de Koulikoro et le bateau s'est accosté. Nous avons passé la nuit là. On voyait Koulikoro. Donc très tôt le matin, à 6 heures, mon radio, le sergent Isaac Diarra, à l'époque il était sous-officier, maintenant il est capitaine, il doit être encore en activité, il est originaire de Koulikoro, j'ajoute, est venu m'informer comme quoi il vient de capter un message annonçant qu'il y a eu un coup d'État perpétré à Bamako. Voilà la teneur du message verbal. J'ai foncé dans la cabine de Modibo, je l'ai trouvé arrêté avec son épouse, parce qu'il est matinal. Laquelle épouse? Mariam Traoré. Je l'ai informé. Séance tenante, Mariam lui a suggéré de dire, de réunir la délégation, et Modibo m'a demandé d'exécuter cette instruction. Voilà comment je suis parti. Quand vous avez eu le message verbal et que vous lui avez porté à Modibo Keïta, quelle était sa réaction? Il n'a pas eu de réaction à ma présence. Il est resté silencieux. Pas d'affolement? Non, pas du tout. Ce n'est pas connaître Modibo. Modibo ne s'affole pas. C'est à cause de cela que je regrette que vous n'ayez pas connu Modibo. Vous, Tchono. Il vient d'apprendre qu'il n'est plus chef d'État du Mali. Il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Il garde son calme. Il garde tout son calme. Moi, je crois que c'est légitime. Un homme ne doit pas s'affoler face à un événement. Parce que si vous vous affolez, vous perdez tout le contrôle. Et vous verrez par la suite qu'il a gardé tout son calme. Alors donc, vous êtes allé en mission, c'est-à-dire rassembler la délégation. On a avisé la délégation sur le bateau. Sur le bateau. Quand même certains avancent en disant qu'il a regardé d'un regard foudroyant Mariam, ça aussi, je ne sais pas s'il y avait un photographe ou un caméraman qui était caché quelque part, mais ça aussi c'est un montage, c'est faux. Et quand il est arrivé dans la salle, il a exposé aux membres de la délégation ce qu'il venait d'apprendre. Les uns et les autres, c'est normal qu'ils soient indignés. On lui a fait des propositions. Entre autres. Entre autres. De retourner à Ségou pour essayer de s'organiser et contrebalancer l'attaque. C'est-à-dire pas l'attaque, c'est-à-dire ceux qui ont fait le putsch. D'autres ont dit, bon, il vaut mieux en arriver à Koulikoro, prendre des voitures et puis foncer vers Nara et la Mauritanie. Mais Modibo, avec son calme olympien, a répondu tout simplement qu'il n'est pas question pour lui d'aller à Ségou ou d'aller ailleurs. Il rentre à Bamako. Et l'histoire n'apprendra jamais que Modibo a fui. Il donnerait comme conseil aux uns et aux autres de ne pas avoir une attitude désobligeante vis-à-vis des putschistes que l'on pourrait rencontrer, de ne pas utiliser leurs armes parce qu'ils ne voudraient pas verser le sang malien à cause du pouvoir. Ça, c'est la réplique de Modibo. La réplique du Modibo dans la salle. En assemblée. En assemblée. Avec les membres de la délégation présents. Avec les membres de la délégation. Sur le bateau. Sur le bateau. Nous arrivons à Koulikoro, le bateau accoste, et effectivement, l'équipage du bateau était en blanc. Ils ont formé leur air, ils ont rendu hommage à Modibo, et Koulikoro était en liesse. Les pionniers ont chanté l'hymne, et Modibo de répondre et d'inviter les pionniers à redoubler de vigilance pour barrer la route aux détracteurs et aux fossoyeurs du régime. Et entre-temps, toutes les voitures étaient là. Je crois que les putschistes ont laissé les voitures venir chercher Modibo. C'était bien organisé. Il y a un chef milicien qui m'a contacté. Lequel? Je ne connais pas son nom, il était basé à
à Koulikoro, il m'a soufflé, il m'a dit, mais qu'il mettait la milice à ma disposition. J'ai souri. Parce qu'une milice, je connais son degré de formation. Je ne connais pas ce qui est devant moi. Est-ce une compagnie? Est-ce un bataillon? Faut-il aller les massacrer? J'ai décliné l'offre. J'ai respecté les consignes de Modibo. Nous avons pris place dans la DS 21 Brek. Modibo, son épouse Mariam, sa fille Hava et moi, assis à côté du chauffeur Wad. Les autres ont embarqué dans les autres voitures. Nous avons roulé en direction de Bamako. Je m'apprête, l'histoire est très intéressante, mais nous allons faire souvent des reculs. Oui. À Koulikoro, dans son adresse, il n'y a pas une voix tremblotante. La voix ne tremblait pas, parce que également des témoignages ont dit qu'il a bégayé à Koulikoro dans son allocution à la population, alors que vous venez de me dire qu'encore là, tout s'est normalement passé. Modibo bégayé, je vous l'aurais dit. Tout s'est bien passé encore. Modibo a gardé tout son calme. Et personne n'a su que Modibo était offusqué ou bien ce qu'il venait d'apprendre, il y a un événement qui le chagrinait. Il a gardé tout son calme. Très bien. Et vous voilà... Et nous voilà sur la route de Bamako. Dans la DS. Dans la DS, tout le cortège qui a quitté Koulikoro. Et j'aperçois devant moi, après quelques kilomètres, un engin. Plein centre de la voie. Je me suis dit en tant qu'officier... Quel engin? J'arrive. J'ai aperçu un engin qui était vert olive. Mais au fur et à mesure que j'approchais, j'ai pu détecter que c'était un BTR 152 qui est uniquement réservé pour le transport de troupes. Donc vous voyez qu'il y a une différence avec un tank. Un tank, c'est avec chenille. À 50 mètres, j'ai demandé au chauffeur Wan d'arrêter la voiture. Je suis descendu la voiture, laissant Modibo et son épouse et l'enfant. Coquet m'a suivi avec quelques gardes-corps. À pied, nous avons été vers l'engin. C'est là où j'ai aperçu le lieutenant Tchekoro Bagayoro arrêté dans l'engin. Vous voyez la différence. J'étais arrêté dans l'engin. Dans l'engin, dans le BTR 152, près d'une mitrailleuse. Pointé où? Oui, c'est normal. Pointé sur vous. Pointé sur vous. Et Tchekoro m'a salué rudimentairement. Sans descendre. Sans descendre. Tchekoro n'a pas mis pied À terre. à terre. Il m'a dit, mon capitaine, mes chefs m'envoient chercher le président Modibo. J'ai dit, mais j'ai répondu à Tchekoro, est-ce que le président ne peut pas rester dans sa voiture et vous suivre? Il a répliqué, il dit qu'il a reçu des instructions comme cela. J'ai dit, des ordres sont des ordres. J'ai fait demi-tour. Tchekoro n'a pas bougé. En ce moment, les militaires qui étaient dans les autres engins sont descendus. Tchekoro est dans l'autre engin, j'ai remarqué qu'il y avait Baba Diara, avec qui je n'ai pas eu de conversation. Donc je suis venu vers Modibo. En ce moment, les soldats tiraient de part et d'autre, dans la broussaille. J'ai informé Modibo de ce que Tchekoro venait de me dire. Il n'a pas hésité d'ouvrir sa portière. Sa femme a voulu le suivre, il a dit non, vous restez avec l'enfant. Donc Modibo a pris la tête de notre détachement. Lui, moi après, Coquet et quelques gardes-corps. Nous sommes venus au niveau de Tchekoro. Modibo, on a ouvert la portière de l'engin. Modibo s'est embarqué. J'ai pris place à côté de lui, sur une banquette et à sa droite. Tchekoro toujours debout. Je ne sais pas comment les autres ont pu se comporter, quel a été le comportement des autres. Bon, donc l'engin a fait demi-tour et nous avons pris la route de Bamako. Chemin faisant, quand on était loin de Bamako, j'ai commencé à demander à Tchekoro réellement ce qui s'était passé. C'est là où Tchekoro m'a dit, je me suis tenu debout à côté de lui, parce que
il y avait le vrambissement du moteur, donc je ne pouvais pas rester assis et lui poser la question. Il était toujours près de sa vitreuse. Et Tchekoro qui m'a répondu en disant qu'on reprochait la détérioration du tissu économique et financier du Mali. Raison pour laquelle ils ont cru devoir faire le purge. Maintenant, si Modibo, quand ils vont organiser des élections, des mois plus tard, si Modibo voudrait se présenter aux élections, il pourra le faire. C'est Tchekoro qui vous parle C'est Tchekoro qui me parle dans le BTR. Dans le BTR, Modibo est assis. Modibo est assis, il n'entendait pas. Il n'entendait pas. Bon. Et lui n'a pas posé de questions à Tchekoro. Il n'y a pas eu d'échange de conversation entre Modibo et Tchekoro. Et personne n'a touché au physique, c'est-à-dire au corps de Modibo, en termes de saisie, bien de l'enchaîner ou bien de le brutaliser. Mais quand on dit dans les écrits que tel chef qui est devenu aveugle a pris Modibo, etc., c'est de la légende. C'est faux. Je dis encore que c'est faux et je le souligne avec 2 traits rouges. La mémoire d'un continent, effectivement, le a dit qu'un certain Benké, devenu aveugle, a eu à prendre Modibo. Bon, vous avez vu que dans l'article de Bintou Sanakwa, ce qu'on a dit également en disant que Tchekoro a dit il faut monter dans ce temps. Pas du tout. Tchekoro a été correct. Et quand nous sommes arrivés en hauteur de la maison, c'est-à-dire vers Korofina, toujours debout, Tchekoro m'a montré des villas, telles que la villa de Ladji Kamara. Il avait des villas jumelées. Il dit, bon, vous voyez ces villas-là. La villa de Madara, il me l'a montré également. Pour dire qu'on reprochait tout cela au régime. Moi, je me suis réassis à côté de Modibo. Je lui ai donné la teneur de ce que Tchekoro venait de dire. Il n'a pas placé un mot. Il n'a pas placé un mot jusqu'à la maison du peuple. Entre-temps, un peu de recul. Entre-temps, Madame Modibo Keïta et son enfant, comment s'appelait d'ailleurs la fille? Hawa. Pour l'histoire. Hawa. La fille s'appelait Hawa. Hawa. Donc, ils sont restés dans la DS. Le reste du cortège suivait le BTR. C'est ça. Et vous constatez que le reste du cortège vous suivait? Je ne peux pas le savoir. C'est à la maison du peuple que je l'ai su. Que tout le monde vous a suivi là. Voilà. Bon, maintenant, au niveau de Korofina, on vous indique, selon les termes de l'officier Tchekoro, les richesses du régime défunt. Du régime défunt, à savoir quelques villas. Et donc, vous voilà à Bamako est rendu où? C'est-à-dire que on est rendu, si vous voulez, à la maison du peuple. C'était le siège du parti. L'actuelle toujours maison du peuple. L'actuelle maison du peuple, qui a été construite par l'Union soudanaise RDA, et c'était le siège du parti. On arrive là, on ouvre la portière, Tchekoro descend, Modibo le suit, moi je le suis. Vous suivez toujours comme... Ah, j'ai toujours suivi Modibo jusqu'au moment du réembarquement. C'est là où nous nous sommes séparés. Là aussi, je vais vous le raconter. Bon. Et quand nous sommes descendus, immédiatement, c'est en face, on nous a introduits dans le bureau situé à côté de l'escalier extérieur. Si vous voulez, les Maliens le savent, c'est l'ancien bureau de Djibril Diallo. Bon. Et aujourd'hui, Boïse Traoré. Et bon, aujourd'hui, Boïse Traoré. C'est ce bureau-là qui est historique. On avait trouvé des officiers de Moussa, Yoro Diakité, et d'autres officiers. J'ai reconnu Ablaï Diallo Didax, Mohamed Mariko. Et d'ailleurs, avant qu'on entre dans le bureau, Modibo a reconnu Mohamed Keïta, de la carte présidentielle, à la porte. À la porte. À la porte. Avec les pouchistes. Non, il était là arrêté. Bon. Et il a dit, Mohamed, c'est le seul mot qu'il a placé avant de pénétrer dans la salle. Le seul mot. Il a dit, en forme interrogative ou bien en forme d'étonnement? Je pense que c'est un étonnement. Mohamed, il l'a dit et nous sommes rentrés dans le bureau. Parce qu'il faut reconnaître, on ne pouvait pas savoir dans quelles circonstances le coup a été fait. On entre dans le bureau, il y avait une place aménagée pour le Modibo, et moi j'ai pris place à sa gauche. Face à Moussa, et puis... Sur une chaise ou bien un banc? Je ne peux pas vous dire la nature. Je sais qu'on lui a accordé quelque chose où il s'est assis. Je sais que ce n'est pas sur une acte. Vous m'excuserez. Oui. Et là, face à Moussa, Yoro et autres, Moussa de prendre la parole
pour lui dire effectivement qu'ils ont fait le coup, parce que la situation économique et financière du Mali était désastreuse, qu'ils allaient garder le pouvoir pendant un certain temps, contacter le peuple, faire des élections, et si Moussa était consentant, Modibo était consentant, il pouvait se présenter aux élections. C'est Moussa qui parlait à Modibo. À Modibo. Modibo de répondre qu'il le remerciait, mais que pour lui, il n'est pas question de se présenter à des élections. Il préfère retourner à sa case et cultiver. Voilà la fin de la conversation entre Modibo et les puchistes. La séance est levée là. Tchekoro est sorti, Modibo l'a suivi, et juste à côté de l'engin, juste à côté des marches de l'escalier, l'engin était garé là, prêt, parti, donc c'était organisé. Quand Modibo s'est embarqué, Tchekoro m'a dit, mon capitaine, mission terminée. Pour vous? Pour moi. Vous ne le suivez pas? Je ne le suis pas. Donc, Tchona, voilà, de 6 h du matin jusqu'aux environs de midi, je suppose, parce que je n'ai pas regardé ma montre, voilà le scénario du coup d'État. C'est-à-dire sur l'arrestation de Modibo que je connais. Oui, mais nous allons faire encore des reculs. Puisque nous avons des témoignages et de Moussa, président Moussa Traoré, et de certains hommes du comité militaire, parce que c'est le comité militaire qui avait renversé Modibo Keïta. On a dit que quand on lui a posé la question, on lui a fait part de la détérioration du tissu économique et social, qu'il a balbutié, ça c'est Moussa qui parle. Il dit qu'il a balbutié, qu'il lui a fait pitié. Vous étiez là, et vous résumez que Modibo a dit, face à ce marchandage, parce que finalement ça a l'air un marchandage. On vous arrête, après on vous apprend, bon ça ne va pas, nous allons organiser des élections. Alors comment vous interprétez tout cela? Est-ce qu'il faisait peur? Mais pourquoi pas lui dire la vérité? Vous êtes arrêté. En tant qu'officier, comment vous interprétez ça? Mais vous savez, il n'est pas facile de regarder même Modibo dans les yeux. Ah bon? C'est un don naturel. Moi, j'ai été son aide de camp, mais quand je rentrais dans son bureau, il faut reconnaître, j'avais le sentiment d'avoir quelque chose d'étrange devant moi. Peut-être qu'il y avait quelque chose de mystique, je ne sais pas. Ça, vous pouvez le demander à tous les Maliens. Il imposait le respect. Il imposait le respect. Sa carrure, d'ailleurs, imposait le respect. Modibo est d'un courage remarquable. Et je vais vous donner même 2 aspects de son courage. Il m'a raconté une fois, et ça a été confirmé par l'auteur d'ailleurs, le docteur Zenzou du Dahomey. Simplice Zenzou. Voilà. Derlin Zenzou. Derlin Zenzou. À Ponty. Au cours d'une noyade. Il s'est noyé dans la mer. C'est Modibo qui l'a sauvé. Derlin. Derlin. Une seconde fois, Modibo a pris dans son champ un reptile le bois de ses 2 mains, convié les gardes-corps à apporter un sac et il l'a mis dans le sac. C'est pour vous dire que Modibo est d'un courage remarquable. C'est un courage que j'ai envie d'avoir le même courage. Je suis complexé quand on me parle du courage de Modibo. Je suis un soldat, il n'a pas fait la guerre, moi j'ai fait la guerre. C'est courageux. Il était courageux. Mais ce n'était pas pour des actes de mystification. Non. Ni démagogique, rien. C'est pas démagogique. Modibo était courageux. Oui, tout le cheminement le prouve en tout cas. Et donc, vous confirmez que c'est Tchekoro qui, par langage interposé avec vous, a procédé à l'arrestation de Modibo Keïta? Oui. C'est Tchekoro qui est allé avec Baba. Baba était comme second. Donc il y avait sûrement une répartition de missions. Moi je suis en train de chercher jusqu'ici réellement le scénario, l'ensemble du scénario de ce coup d'État. Je n'ai pas terminé. Hein. Je sais que l'arrestation du colonel Ségou Traoré, Philippin, avait une part du côté de l'état-major. Je n'ai pas fini de recenser tous les aspects. Donc c'est pourquoi je n'en parle pas. Mais ce sont les 2 comme officiers que je connaissais. C'est Tchekoro qui a parlé. Parce que je reviens souvent là-dessus parce que dans les propos populaires, quand il y a eu le coup d'État et que Tchekoro est devenu incontournable du fait de son rôle
à la sécurité, à la sûreté nationale, ben, cette gloriole lui a été venue comme ça. On disait que c'est lui qui avait arrêté Modibo, bon, de ses propres mains. Et aujourd'hui, vous confirmez en tout cas que c'est lui qui s'est adressé, qui a signifié à Modibo son arrestation. Effectivement, ce n'est pas un Benké, ce n'est pas un autre. C'est Tchekoro qui était sur le terrain. Malheureusement, Tchekoro ne vit pas. Je n'ai pas jeté des fleurs à Tchekoro. Baba Diarra est encore vivant, mais malheureusement, il est arrêté. Mais Baba Diarra également peut le témoigner. Il n'a pas eu à s'adresser à Modibo. Celui qui a eu à s'adresser dans cette affaire, c'est Tchekoro et l'aide de camp. Voilà exactement la scène. Mais je dois vous dire en toute objectivité, quand un coup est consommé, la victoire a plusieurs papas. Oui, c'est d'ailleurs la célèbre phrase de Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Et mieux, pas Félix seulement, même Feu Kennedy aime à le dire. Oui, que la défaite est orpheline. Donc, vous voilà à la Maison du Peuple, ce 19 novembre, mardi. Le jour est important à signaler. Après l'entretien, comment se comportait Moussa? Est-ce qu'il arrivait à fixer Modibo dans l'entretien, le dernier entretien? Comment il était? Est-ce qu'il était lui, Moussa? A-t-il parlé calmement? Parce que dans le naturel, nous savions qu'après le coup d'État, Moussa n'était pas homme qui prenait le micro tout le temps. Donc, est-ce qu'il avait la parole facile ce jour? Mais vous savez que moi, j'ai connu Moussa en 50. Parce que moi, on ne pouvait même pas penser que Moussa serait officier. Donc, je le connais. Je l'ai connu officier. Et ce jour-là, il a parlé calmement. Calmement. Il ne s'est pas énervé. Ça, je le reconnais. C'est à son actif. D'accord. Voilà, donc, quand avez-vous vu Modibo pour la dernière fois? Parce que quand est-ce que Modibo s'est séparé pour la dernière fois de son premier et dernier aide de camp? Juste quand il a embarqué dans le BTR 152 après l'entretien. En direction de où? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? C'est après que j'ai su que Modibo a été amené au champ de tir de Kati, qui se trouve du côté nord-est du camp. Alors, vous, on vous a amené où? Moi, je suis resté avec Mohamed Kouké dans ce même local historique dont je vous parle. Oui, à la Maison du Peuple. À la Maison du Peuple, le même local où nous avons eu l'entretien, ouais. Et jusqu'à 20h, les autres membres de la délégation les ont enfermés. C'est grâce à Baba Diarra. Enfermés où? À la Maison du Peuple aussi? À la maison, tous les membres de la délégation présidentielle étaient enfermés. Ils ont passé la journée là. C'est grâce à Baba Diarra que Mariam et son enfant ont pu rejoindre le palais. Parce que l'enfant était au biberon encore. C'est la seule qui a été libérée pour aller rejoindre le palais. Donc, ça aussi, il faut reconnaître, c'est à l'actif de Baba Diarra. Bon, nous sommes restés jusqu'à 20h. On nous a apporté à manger, ici, nos familles. Et c'est à 20h, dans une jeep, qu'on nous a conduits à la compagnie parade de Djikoromi, où nous sommes restés 3 jours. Mohamed, Koké et moi. Les autres, je ne sais pas. Donc, c'est que sous-entend que Mohamed ne s'était certainement pas du coup. Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir. Non, c'est en fait par rapport à l'étonnement ou à l'interrogation de Modibo Keïta. Alors, tout ça finit. Et moi, j'ai envie, la question qui me vient sur les lèvres, c'est: un officier trahit-il ou exécute-t-il des ordres? Et à quelles circonstances? Parce que vous étiez aide de camp. Et c'est par rapport à l'actualité pas lointaine du Mali. Moi, j'ai été officier de 59 jusqu'à ma retraite en 91. Donc vous avez vu que j'ai escaladé toutes les marches de la hiérarchie. Vous me posez une question qui est délicate. Quand un homme vous fait confiance, vous, est-ce que vous pensez qu'il est bon que je vous trahisse?
J'ai dit non. Modibo, durant 8 ans, pas un seul jour, Modibo ne m'a dit Ologem, vous m'avez induit en erreur. Il ne m'a pas dit non plus Ologem, vous m'avez menti. Ologem, vous m'avez volé. Nos sentiments d'estime étaient réciproques. Et mieux, s'il y a la confiance, plusieurs fois on a dit que je vais trahir Modibo. Ah bon? Je vais vous raconter une scène avant de répondre à toute votre question. Oui. La première, j'apprends par le biais de son entourage qu'il a été porté à la connaissance de Modibo, comme quoi je vais le renverser. Vous étiez aide de camp? J'étais aide de camp. Bon, le matin, Modibo est très matinal, après avoir fini de saluer sa famille, oui, à 7h30, pimpante, il est au bureau. Il chante dans son bureau. Il était seul. Il me regarde, il lève la tête. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a au Logan? Je m'assieds et je lui pose la question. Il semblerait qu'il a été porté à sa connaissance, comme quoi je vais le renverser. Il est resté pensif un moment. Il a remué la tête en disant que c'est vrai. Parce que Modibo était franc. Et qui lui avait porté dans sa connaissance? Des officiers à vous ou bien des hommes de troupe? J'arrive et c'est le vieux shérif de Baginda, qui avait l'âge de son père, qui est venu l'en informer. C'est lui qui me l'a dit. Il a dit au vieux shérif que si quelqu'un doit le renverser, ça peut être un autre officier, mais pas celui-là, pas l'aide de camp qu'il a. Il m'a répété la même chose et il a dit au vieux shérif d'aller réfléchir. La semaine suivante, de venir lui donner son sentiment là-dessus. Le vieux shérif est parti, est revenu comme il l'a indiqué. Et il a dit à Modibo que oui, Modibo avait raison. Quand il a fini de me raconter ça, je lui ai demandé la permission de prendre congé. Je n'ai pas placé mot. J'avais une satisfaction morale. Pour moi, c'était une somme de confiance. Je suis parti. Je n'ai pas cherché à savoir qui a fomenté ce coup. C'est normal. Jalousie. Et le deuxième coup, on allait à la rencontre du frère Boigny à Boaké. Dans l'avion d'Air Mali, il m'a tendu une lettre manuscrite anonyme qui disait que je suis en train d'enlever les munitions du palais, j'ai changé l'armement, j'ai mis de la vieillerie, etc. Et que je vais le remercier. J'ai lu la lettre. Tala, qui était le conseiller à la presse, la présidence, était à mes côtés. Je lui ai fait lire la lettre. Après ça, j'ai repris la lettre, j'ai rendu à Modibo. Dieu seul sait, je n'ai pas placé un mot. Modibo ne m'a plus posé de questions, parce que je sais que Modibo n'aime pas les lettres anonymes. Il a toujours détruit les lettres anonymes. Il trouve que ceux qui écrivent des lettres anonymes ne sont pas courageux. Ça encore, voilà une somme de confiance. Si vous me posez à moi... La question de savoir si un officier trahit ou bien... Un officier trahit ou... Oui, exécute-t-il des ordres? Moi, quand on me confie une mission, j'estime, et je l'ai toujours fait, c'est une mission sacrée. C'est à cause de cela que même sous le régime de Moussa, on lui a dit que je vais le trahir. Je le sais. Il ne m'a jamais posé de question. Les conditions n'étaient pas remplies pour trahir Moussa. Modibo m'a fait confiance. Comment voulez-vous que dans telles circonstances, je puisse le trahir? On m'a appris que si vous gagnez par la trahison, vous perdez par la trahison. Et tous ceux qui ont trahi Modibo, quand on fait le décompte, civils et militaires, ont tous eu leur part. Qu'est-ce que vous voulez signifier par la trahison? Des conditions n'étaient pas remplies pour trahir Moussa. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que vous avez... Oui, vous savez, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'aurais dû renverser Moussa. Même quand j'étais ministre délégué. Mais je ne vais pas évoquer ce problème-là ici,
parce que je réserve cela au moment où on évoquera un jour, si vous avez la chance de revenir et me poser la question sur Moussa, je vous le dirai, en long et en large. C'est tout un roman. Je préfère du reste parce qu'il ne faut pas l'oublier. Moi-même qui parle, j'ai été conseiller à la communication de président Moussa. Donc, vous dites, vous avez fait allusion à quelque chose, en faisant allusion à quelque chose de récent. Très récent. Vous avez parlé tout à l'heure. Pardon? De la famille. Vous voulez continuer, oui? Je voudrais tout simplement vous dire qu'il y a des circonstances où on ne doit pas trahir, même si on doit mourir avec celui qui vous a fait confiance. Alors, dans ce cas, je vous prends un mot. Qu'avez-vous fait après l'arrestation de Modibo Keïta? Il est tombé dans votre oubli, alors que vous venez de parler de la franchise de vos relations, de l'estime que vous avez pour lui. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Vous savez, moi je n'ai pas aimé Modibo parce qu'il m'a donné de l'argent. Hein. Pas du tout. Parce que si j'ai parlé de confiance, il y a d'autres facteurs plus importants que l'argent. C'est la formation. Et après Gikoroni, 3 jours après, c'est Bala et Charles Samba qui sont venus nous notifier comme quoi nous pouvions rejoindre nos familles. En attendant que nos voitures ne viennent nous chercher dans une petite villa où nous étions, j'ai demandé à mes 2 compagnons qu'on jure. Ah bon? Pour défendre la mémoire de Modibo. Vos 2 compagnons, c'est-à-dire Koké. Koké et Mohamed. Oui. Et qu'il ne faut en aucune manière qu'on se trahisse. Nous nous sommes séparés, chacun est parti. Moi, j'ai rejoint ma famille. Vous habitez où à l'époque? J'habitais à l'état-major, là où a habité Charles Samba Sissoko, je sais. Et ensuite, il y a eu Mohamed Keïta qui a habité là. Et récemment, je crois que c'est Bakary Koulibaly. Donc, c'est là où je suis resté. Et j'ai dépêché une de mes épouses dans la journée voir le commandant Balakone de la gendarmerie. Parce que je savais que Balakone, quand il a eu son accident sur la route de Koulikoro, de Bougouni, parce que c'est sa ville natale, il a failli perdre sa jambe. Modibo et son épouse Mariam se sont occupés de Bala. Mariam préparait même pour Bala, pour lui apporter des plats qu'il désirait à l'hôpital. Il y avait ce sentiment qui était né. Bala et moi, il y avait de l'estime réciproque. C'est à cause de cela que j'ai pu avoir vaille que vaille Mohamed pour le faire venir à la gare présidentielle parce que Bala ne voulait pas au départ. Parce que Bala était gendarme. Il était gendarme, c'était lui qui était le commandant de la gendarmerie nationale. Balakone. Et j'ai dit à mon épouse d'aller dire à Bala, qu'à une heure tardive, j'allais venir le voir. Mais je vous dis que je me suis réveillé à 4 h du matin. J'ai pris ma R4 et j'ai été pour Bala. Mais c'est après coup que j'ai su que ma maison était cernée. Parce qu'il y avait un couloir, était surveillé, il y avait des éléments, et c'était un camarade de promotion d'ailleurs qui commandait la zone. Mais je ne sais pas si à 4 h du matin, le détachement était parti ou pas. En tout cas, moi, on ne m'a pas vu partir, on ne m'a pas arrêté et je suis allé voir Bala à 4 h du matin. Bala est sorti, nous sommes assis dans son salon. Et j'ai dit à Bala que Modibo se trouvait entre les 4 murs, il le sait. Connaissant les sentiments, est-ce que Modibo comprendrait que nous au dehors, que nous ne fassions rien? Bala est resté muet.
Après, il m'a répondu, il m'a dit que de me calmer, mais que pour l'instant, lui ne peut rien faire, et qu'il venait d'être nommé d'ailleurs comme ministre de l'information et de la sécurité. Et que moi, j'étais désigné comme commandant de cercle à Nara, et que à 8 heures, on était à 4 heures du matin, après 4 heures, c'est-à-dire dans 4 heures, je serai convoqué par Moussa pour qu'on me le notifie. Et c'est ce qui a été fait. J'ai transpiré. Je peux dire même que j'ai versé des larmes. Pourquoi? Parce que je ne croyais pas du tout que je serais répondu de telle façon. J'attendais une réponse positive, d'action. C'était mon rêve. Mais vous pensez sincèrement à l'époque que la gendarmerie aurait pu? Voilà avec la gendarmerie à main. Il pouvait aider à basculer les événements? Qu'importe, peut-être qu'il y aurait eu des carnages, peut-être que moi aussi je n'ai pas mesuré la gravité. C'est après ça que j'ai mesuré toute la gravité. On allait perdre des hommes, même si Bala avait peut-être. Peut-être qu'on allait nous arrêter, ça aussi c'est possible. Mais plus pire que ça, je me suis dit que Bala pouvait me vendre. Parce qu'il était nommé ministre et il est chargé de la sécurité. Mais quand il me dit, il faut avoir, c'est normal que j'ai une sueur froide. Parce qu'il aurait pu me vendre. Et je serais entre les 4 murs. Chose que je n'avais pas souhaité. Je suis reparti. Et voilà comment j'ai préparé mon sac et mes petits bagages, laissant ma famille pour rejoindre Nara. Donc votre nomination, quelques jours après le coup d'État, ce n'était pas une récompense, c'était plutôt un éloignement. C'est normal. C'est normal. J'aurais été à leur place, j'aurais pris de telles mesures conservatoires jusqu'à ce que les choses se rétablissent. Bon, donc voilà votre rêve de sortir Modibo de son arrestation pour tomber sur Bala Koné, qui ne vous trahit pas. Lui aussi, il semble récompensé puisqu'il va comme ministre de l'information et de la sécurité. Voilà parti à Nara. Et à Nara, comment, à la frontière mauritanienne, comment vous avez vécu le reste des événements? Parce que on est toujours en novembre ou bien en décembre cette fois-ci. Vous savez, c'est 3 jours après que nous sommes partis, donc du 19, 21, 22, 23, à peu près, j'ai rejoint Nara à bord d'une Land Rover. Et quand je suis arrivé le lendemain matin, la première visite que je reçois, c'est un Mauritanien. C'était le gouverneur de Néma qui vient à moi. Et vous savez, Jonathan, peut-être vous l'avez vu dans les papiers, dans les livres, que Modibo avait une audience régionale, sous-régionale et internationale. Il avait de très bons rapports avec Mohamed Ould Daddah. Senghor, ils se sont réconciliés après l'éclatement de la fédération. Après l'éclatement de la fédération. La Guinée de Sékou Touré, Houphouët Boigny, Nasser, Ben Bella, Mohamed V, après c'était Hassan II, Nourou, Suekarno, pour nous citer Tito, Khrouchtchev, Mo, Souanlai, pour ne citer que cela. La liste est longue. Donc arrivé, quand le gouverneur est venu me voir, je lui ai expliqué ce que je venais de vous expliquer en long et en large sur l'arrestation de Modibo Keïta. Je lui ai demandé à mon frère mauritanien de transmettre fidèlement ce que je venais de lui dire à Ould Daddah. Et que Ould Daddah, à son tour, le transmette au président Senghor du Sénégal et aux autres. Voilà comment nous nous sommes quittés. Par cette information des pères de Modibo, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Des conditions meilleures pour Modibo? Mais oui, et vous savez, il faut reconnaître que j'avais le cœur gros. De voir que j'ai perdu un président qui m'était cher. Eux, ils étaient en liberté. Ils avaient une certaine audience. Donc, pour ma part, ils avaient un certain pouvoir, même politique, pour agir sur l'équipe dirigeante.
Et j'ai vu même dans le livre de Bintou Sanakwa que le 25 novembre, le Mali était convié à la réunion de l'Organisation des États riverains du Sénégal à Conakry par Sékou. Ils n'ont pas voulu y aller. Ils ont dit qu'ils appartenaient. On tire peur pour qu'on en parle été, mais la Guinée a envoyé une délégation. Ça, je l'ai su après. Donc, pour ma part, même si on ne peut pas libérer Modibo, au moins qu'on lui accordait des conditions meilleures de détention. Et d'ailleurs, la rumeur avait circulé à Bamako et à travers le Mali, comme quoi Modibo, Sékou Touré allait fomenter un coup pour renverser l'équipe. Ça aussi, je l'ai entendu. C'était mon objectif. Et j'ai profité d'une visite de Ouldada dans le Haut oriental à l'époque. J'étais commandant de cercle. Mon gouverneur, c'était le commandant Tchemgo Konaté, qui était venu en visite. Il a coïncidé. Nous avons été à Adel Bagrou, c'était un chef d'arrondissement, rencontrer Ouldada. Sous la tente, c'était le vacarme. On était là, en mort, assis sous la tente. Et à un moment d'inattention, je me suis approché de Ouldada, qui m'a reconnu et qui m'a dit qu'effectivement le message lui était parvenu et qu'il avait fait le nécessaire auprès de ses pairs. Très bien. C'est une action en faveur de votre ancien patron. Vous ne cessez de parler, en tout cas à un moment donné, du parent de Modibo. Comment Modibo se comportait avec son père? Le vieux Daba Keïta, un ancien commis de l'administration coloniale, était un vieux sage, respecté. Sa maman aussi était d'un certain âge, très avancé. Mais Modibo, tous les matins, sauf s'il n'est pas Bamako, descendait dans sa 403 noire pour dire bonjour à ses parents, régler ce qu'il a à régler et être au bureau à 7h30. Je connais très peu de choses entre Modibo et ses parents. Pourquoi? Parce que ça c'est du privé. Moi j'avais une mission de protection et Modibo n'aime pas réellement cette escorte avec tambour battant chaque fois devant son père, ça le dérangeait. Il préfère la discrétion. C'est à cause de cela que même s'il était escorté, il n'y avait qu'une seule voiture. Et sa maman, la même chose? La même chose. Il n'y avait pas d'intrusion dans les affaires publiques? Ah, jamais. Vous voulez dire qu'aucun parent de Modibo ne venait en seigneur faire régner sa loi familiale sur... Vous savez, la vieille maman de Modibo, je me demande si elle connaît réellement ce qu'on appelle le rouage de l'État. Elle pouvait, vous savez, quand on occupe un poste, même moi quand j'étais ministre délégué, mais on contactait mes épouses pour qu'elles interviennent auprès de moi. Mais il m'appartient d'accepter ou de refuser. Ça c'est la règle en Afrique. Je ne peux pas dire que Modibo, ses parents ne l'ont pas saisi. Mais comment il réagissait, ça je l'ignore. Mais je sais qu'il n'aime pas trop les interventions intempestives. Même pas. Bon, et l'épouse de Modibo, je vous dis, nous vivons une époque où on est quand même obligé de comparer comment elle se comportait. C'est-à-dire que je vois qu'elle était du convoi présentiel pendant les tournées. Est-ce qu'elle avait un staff? Et comment elle se comportait-elle en ville? Et pouvez nous parler un peu, puisque vous étiez devenu familier, comment elle-même vous considérez, vous, elle de camp? Mariam, nous sommes restés des années durant. Mariam, il y avait le bonjour entre nous. C'est après que nous sommes parvenus à nous découvrir l'un et l'autre. Mais elle me considérait comme un frère. Au même titre que Modibo d'ailleurs. Effectivement, elle faisait partie des convois présidentiels. Parce qu'elle s'occupait des problèmes des femmes. Elle s'occupait également, elle suivait les problèmes de la panafricaine. Au palais,
j'y allais tous les matins pour voir ce qu'il y avait à faire. S'il y avait des commissions sur le plan de la sécurité, etc., et dire bonjour. Je n'ai pas vu de bureau de Mariam Traoré. C'est là aussi qu'on m'a dit, chose que je n'ai pas vue parce que ça ne m'intéressait pas. Quand elle allait à la panafricaine ou autre, il semblerait qu'elle avait un bureau. Je ne connais pas le confort de ce bureau, je ne veux pas mentir. Elle n'avait pas de staff, ça je peux l'affirmer. Conseiller, secrétaire, aide de camp. Madame ne sait même pas ce que c'est qu'un aide de camp. Madame n'a pas eu un garde-corps à plus forte raison un aide de camp, Madame Traoré. Je n'ai jamais eu à faire escorter Mariam par un garde-corps quand elle va à des baptêmes, à des mariages ou bien au marché. Ça ne faisait pas partie de ses soucis. Elle avait sa voiture personnelle. Les épouses de Modibo avaient leur voiture personnelle payée par Modibo. On leur donnait les chauffeurs. Quand les voitures étaient en panne, c'est en ce moment que le parc intervenait. Sinon, quand leur voiture marchait, il n'est pas question pour ses épouses de monter dans la voiture de l'État. Non. Vous voyez, le bien public, le bien privé était distinct. Il n'y a pas une confusion possible. Pas du tout. C'est pour vous dire la rigueur de Modibo. Et Moro lui-même avec l'argent. Moi, je n'ai jamais vu Modibo manipuler de l'argent. C'est-à-dire? Non, je ne l'ai pas vu. Par exemple, son sac à main ou des choses comme cela, non. C'est après tout que j'ai su qu'un chef d'État avait des fonds secrets. Bon, ça je le sais compte tenu de mes fonctions. Mais manipuler de l'argent, faire du gaspillage ou autre chose, non. Ça je ne l'ai pas vu même au cours des voyages. Chacun avait ses indemnités, un point, un trait. Je suis arrivé à demander à Modibo une fois 5 000 francs CFA pour acheter des médicaments, de la turgile. Mais vous vous rendez compte, si je vous le dis, c'est assez gros. Mais un chef d'État qui n'a pas 5 000 francs CFA. C'était où ça, en voyage? Non, c'était au Mali. J'ai été le voir dans son bureau parce que c'était l'heure du franc malien. Je voulais 5 000 francs CFA pour pouvoir commander de la turgile en France parce qu'il n'y en avait pas dans les pharmacies. Mais je n'en ai pas trouvé à Modibo. Il m'a dit qu'il pouvait me donner 5 000 francs maliens. Mais il n'avait pas de francs CFA. Donc vous n'avez pas une idée de ce que Modibo pouvait faire en matière de placement, parce que nous on était jeunes quand il a parlé de milliards, vous savez, c'était très jeune. Et bon, on n'a finalement pas, en tout cas, été édifié sur ces propos, ces rumeurs, et vous qui étiez aide de camp, n'étiez pas au courant de pareilles choses? Modibo a été secrétaire d'État dans le gouvernement français, avant d'être leader de l'Union soudanaise RDA. Mais de 60 à 68, et d'ailleurs comme vous, j'ai entendu que Modibo avait fait des placements à l'extérieur et qu'il s'était enrichi. Mariam avait des chaînes en or, et pour attacher son pain, il se servait de ces chaînes en or, etc. Mais on a vérifié les comptes des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Rien. C'est à cause de cela qu'il faut beaucoup faire attention aux rumeurs. Est-ce que vous avez l'habitude de voir Modibo en colère? Et qu'est-ce qui pouvait mettre Modibo en colère? Un exemple, le mensonge. Il se mettait en colère? Oui. Même pas comment. Vous savez, je suis de son avis. Ou bien un travail mal fait. Ou bien quand il vous demande de chercher un document qu'il a vu passer il y a 6 mois et que ça ne vient pas, il trouve que réellement on n'est pas organisé. Le désordre. C'est le désordre. Modibo était organisé, il était méthodique. Style professeur. Voilà. Bon. Mariam également arrêté. Et la voilà, je crois, transférée à, si je ne me trompe, à Sikasso. Qu'est-ce que vous avez fait par gratitude? Vous n'avez rien fait, vous ne pouvez rien faire pour Modibo. Il y a quand même son épouse. Et qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous dites que vous prenez en frère. Oui, mais vous savez,
que ce soit Modibo, que ce soit Mariam, mon souci c'était de savoir comment et où on pouvait les trouver. J'ai suivi un peu l'itinéraire de Modibo par exemple. De Kidal, au moment de son opération pour l'appendicite, ça aussi j'ai été informé. Où ça? À Caille, on me l'a dit. Donc c'est pour vous dire que j'avais un certain souci de savoir comment il se portait. Mais ce qu'il y a, c'est que on est obligé à cette période de poser des questions à des gens sûrs. Et Mariam était à Sikasso, très loin de Nara. Mais Dieu aidant, en 72, on me nomme comme gouverneur à Nara, à Sikasso, où se trouvait Mariam. Je n'ai jamais cherché à voir Mariam officielle, même officieusement. Parce que il ne faut pas agir à visage découvert. C'est une leçon que m'a donné le docteur Ousmane Ba. L'ancien ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Parce que lui, il a toujours lutté à visage découvert. Ça a des conséquences graves. Quand on n'a pas la force. Je savais que je n'avais pas la force. Donc, il vaut mieux se résigner et demander au bon Dieu de vous donner un jour la force de pouvoir aider X ou Y. Mais j'avais les nouvelles de Mariam par l'intermédiaire de son docteur traitant, le docteur Ablaï Diallo, qui tout récemment était le représentant de l'OMS à Bamako et qui était à Sikasso. Et la famille de Feu Issa Bamba, où Modibo logeait quand il était simple instituteur. Et ensuite professeur à l'école normale. Alors ces gens peuvent vous dire si je me suis intéressé à Mariam ou non. Il ne m'appartient pas de le dire. Et vous n'avez jamais subi, après le coup d'événement du 68, vous n'avez jamais subi un traitement, enfin victime de quelque chose, et parce que tout simplement, on vous a découvert, on a découvert ce jeu. Vous pensez réellement qu'on n'a jamais découvert ce jeu? Mais vous savez, de toutes les façons, c'est à Ségou où ça a été plus grave. Oui, c'est-à-dire? Quand j'ai été muté à Ségou, j'ai entrepris, si vous voulez, une campagne de construction d'écoles, de maternité, etc. Et il faut reconnaître et remercier les populations de Ségou, la région de Ségou, pour leur contribution de qualité. Parce qu'en 15 mois, j'ai mis sur chantier 153 classes, une vingtaine de dispensaires, et en une année, toute la région avait les fournitures scolaires, payées par l'association des parents d'élèves. Donc, je voulais que Ségou rattrape Sikasso. Mais je me suis heurté à des difficultés, des incompréhensions. Pas du côté de l'association, qui quand même gérait elle-même les fonds. Moi, ce qui m'intéressait, ce sont les clés. Mais hélas, et là, j'ai des documents ici. Qui datent de 77. Ça fait 13 ans de silence. L'occasion est bonne de nous les faire lire après notre séance. Où un responsable de la municipalité a écrire sur moi, sur ma façon de gérer la région en matière de construction scolaire, en disant que j'étais modibiste. Au décès de l'épouse de Modibo, une de mes épouses est allée à Bamako, assister aux obsèques, parler de Salibou Sissé, l'architecte, qui était en détention, que j'ai fait travailler pour le compte de l'État, parler du gouverneur Silla Sori, et que la région de Ségou
est indigné d'avoir un modibiste à sa tête. Comme gouverneur. Comme gouverneur. Oui, je vois ici, s'il vous plaît, je vois ici que votre épouse a ouvert un cahier de doléances pour le Modibo Keïta, la mort de Modibo Keïta, pour les vœux de la famille. Bon, alors, etc., etc. Voilà, c'est sûr, c'est fait que Sadibou Cissé a été déporté à Kidal. Le président de l'ordre des architectes du Mali. Le président de l'ordre des architectes du Mali. Actuellement. Parce que, et moi, on a profité de cette occasion pour me mettre aux arrêts de forteresse à Tombouctou durant 2 mois. J'ai un autre ami qui était greffier, qui était marié à une nièce, à la femme de Modibo Mariam, qui était un ami, lui affecté à Bougouni. Un autre ami adjudant-chef, Moussa Koulibaly, qui a terminé lieutenant, affecté à Nioro, donc j'étais seul. Au retour, on me relève. Voilà comment je suis parti de Ségou. C'est pour vous dire, si j'ai eu à vous montrer cela, c'est pour tirer des enseignements et surtout pour que la jeune génération puisse tirer profit. Les allégations mensongères ne servent à rien. C'est-à-dire ce type a profité de sa place. De sa place privilégiée pour lui. Mais je me ferai tout simplement le devoir de lui renvoyer ces 3 correspondances pour qu'il les garde dans ses archives. Parce que, au contraire, moi, ces correspondances m'ont porté bonheur. J'ai quitté Ségou, mais cela n'a pas freiné ma marche. Je parlais de mon prologue de silence, après chef du bataillon gouverneur de Ségou. Bon, voilà les raisons profondes de ce silence. De ce silence. Une de ces grosses épines de votre carrière. Voilà. Bon, nous commençons à comprendre davantage la marche de cette époque. Alors, comment Moussa, lui, vous a découvert? Mais je vous ai dit que Moussa moi j'ai connu Moussa en 50, quand il venait à l'école des enfants troupes. C'est moi qui ai fait ses premiers pas. Si vous voulez, l'école du soldat, le repos, le garabou. En ce moment, moi, j'étais en instance de m'incorporer. J'arrivais de Saint-Louis, du Sénégal. D'accord. On en reviendra certainement vers la conclusion, mais nous allons rester sur la ligne Modibo. Vous avez évoqué tous ces grandes personnalités historiques, Senghor, Carnot, Khrouchtchev et autres. Comment est considéré Modibo? Parce qu'à ce moment-là, l'Afrique était grandement divisée entre panafricanistes, socialistes, révolutionnaires, libéraux comme Léopold-Boigny. Puis à ce moment-là, il y avait le langage révolutionnaire face à des actes. Super là, c'était, comme disait quelqu'un, qui n'a pas été révolutionnaire dans sa jeunesse n'a pas été. Et celui qui après 40 ans reste révolutionnaire est certainement bien. Comment vous résumez tout ça? Et Modibo, comment il s'en sortait lors des grands forums? Parce que vous l'avez accompagné à l'entrée du Mali, à l'ONU également, parce que c'est lui qui allait également à l'OUA, et dans la Casablanca, la rencontre de Casablanca, et ses rencontres avec les Kourouma. Comment cela se faisait? Oui, je vais vous dire, je ne vais pas vous citer plusieurs exemples. Modibo a eu de très bons rapports avec certains de ses pairs au moment de la lutte anticoloniale. Il a été secrétaire d'État, il a milité dans le RDA, et c'est un des fondateurs du RDA, et il faut reconnaître que le RDA occupait une place importante à travers l'Afrique, jusqu'à Madagascar. Donc il les connaissait tous presque. Donc le contact était beaucoup plus facile. Et même les opposants du RDA, Modibo était familier avec eux. Ils n'avaient pas la même ligne. Je prends le cas d'un Bakary Yibou, qui n'était pas RDA, alors qu'Amani était RDA. Du Niger. Mais Modibo l'a eu à l'héberger ici, en tant que réfugié politique. Vous voyez? Et Majmoud Diop. Majmoud Diop. Et Zizenga. Et autres. Et Doudou Gueye. Doudou Gueye, c'est autre chose. Doudou Gueye est resté longtemps avec nous. Ça, c'est une figure.
Alors, mais vous me posez une question et je vais vous donner un détail. Si ce n'est pas à cause de son étoffe de chef d'État, où il est connu sur le plan international, après la naissance de l'OUA, il n'aurait pas été facile de faire taire les canons quand il y a eu le conflit algéro-marocain. Tout Bamako et tout le Mali pourra s'en souvenir. C'est Modibo qui a convié et Hassan II, et Ben Bella, et le roi et le Sélassié, Ali Sélassié, l'empereur, à venir à Bamako, à Koulouba. On n'a pas été dans la salle du conseil de gouvernement. Les trois logés au palais. Et c'est là où, dans les coulisses, que Modibo et l'empereur ont pu faire entendre raison aux deux belligérants. En moins de 24 heures. Le lendemain, ils ont pris leur avion, ils se sont serrés la main, ils sont partis. On a envoyé des officiers éthiopiens et maliens pour faire l'arbitrage afin que les uns et les autres ne se tirent pas le dessus. Voilà comment le conflit algéro-marocain a pu connaître un dénouement heureux. Je prends l'exemple même avec Sékou Touré, qui était son frère, un Oufouette, qui était également son frère, son aîné. Même si Modibo avait une option socialiste, il avait un respect religieux pour Oufouette. De 60 à 68, je ne l'ai jamais entendu parler mal du président Oufouette. C'est à cause de cela qu'il allait constamment le voir, ou bien il se rencontrait à la frontière du côté malien. Oui. Kourouma, c'était pareil. Mohamed V d'abord, puis Hassan II. Nasser, c'était pareil. Nehru, pareil. C'est à cause de cela que, même à la conférence des non-alignés en 61, il a été désigné en même temps que ce Carnot pour aller voir... de la bonne entente qui régnait entre le président Modibo Keïta et ses pairs d'Afrique et même du monde entier, d'où l'aisance dans les négociations maroco-algériennes, les explications au président Kennedy de la naissance du non-aligné et tas d'autres sujets internationaux. Mais tout de même, puisque Modibo était révolutionnaire, est-ce qu'il n'y avait pas une méfiance entre lui et les dirigeants français, notamment le général de Gaulle? C'est normal. C'est là... C'est une espèce de loi de la nature, parce que de toutes les façons, il y a eu l'éclatement de la Fédération du Mali. Et la France a été accusée par le Soudan français, si vous voulez, à l'époque, qui s'est fédéré avec le Sénégal, d'avoir comploté en faveur du Sénégal pour activer l'éclatement de la Fédération du Mali. Il y avait ça, d'une part. Et le 22 septembre 60, quand la République du Mali est née, aux assises, le Mali a opté pour un régime socialiste qui est contraire au vœu peut-être à l'époque du gouvernement français. Donc c'est normal. Et surtout qu'on a on a rompu tous les accords avec la France, demandé le départ des troupes françaises, etc., etc. Le chemin de fer avec le Sénégal était rompu, c'est-à-dire la communication était rompue. La liaison ferroviaire était rompue. On ne se ravitaillait qu'avec la Côte d'Ivoire. Libéral. Libéral, d'accord. Nous, socialistes. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est qu'il faut reconnaître, les deux ont été forgés à la même école, l'école du RDA. C'est ce qui les unissait. C'est vrai, souvent on oublie. Bon, la période de Modibo
a été diversement interprété par les générations maliennes, aussi bien ce qu'on appelle les fils du RDA que les fils du CMLN, que les enfants de l'UDPM, qu'aujourd'hui les tenants du CTSP. Vous avez été aide de camp de Modibo. Comment vous expliquez que l'histoire ait résisté malgré qu'on ait par plusieurs tentatives on ait essayé de salir l'action du RDA? Comment vous expliquez que Modibo tienne encore tête? Est-ce que c'est parce qu'il était plus rigoureux, ou bien est-ce que parce que tout simplement les faits lui ont donné raison? Vous savez, ça dépend des générations. Le RDA a fait accéder le pays à l'indépendance. On ne peut pas dire que un parti comme le RDA ne commet pas d'erreurs. Demain, d'autres partis vont commettre des erreurs. Les erreurs du RDA sont connues. Parce qu'il faut reconnaître, l'option socialiste n'est pas une simple affaire. Dans la joie et l'allégresse, quand nous avons accédé à l'indépendance, je crois que les gens n'ont pas calculé tout le poids du socialisme et les sacrifices à consentir. Nous sommes responsables devant l'histoire. En Benondo, en fait, quoi. Voilà. Modibo n'est pas seul responsable, mais nous sommes tous responsables. C'est à cause de cela que le RDA naissant, les responsables, qu'ils soient vieux ou jeunes, je pense et je le souhaite vivement, qu'ils ne pourront pas commettre les mêmes erreurs. Au contraire. Ça, c'est ma conviction. Ils vont l'éviter. Les conditions ont changé. Les conditions ont changé. Et avec elles, les hommes. Les hommes ont changé. Très bien. Bien, mon général, nous avons, avec vous, près de 2 heures de temps, tenté de cerner l'histoire, de connaître davantage quelques pages de l'histoire malienne, de cerner l'homme Modibo Keïta. Je pense que par votre ouverture, par votre franchise, la cueillette permettra effectivement aux historiens et aux historiens du présent aussi, c'est-à-dire les journalistes que nous sommes, de mieux comprendre le passé du Mali, les hommes qui l'ont dirigé, et de certainement dresser les voies de l'avenir que vous souhaitez sereines, parce que vous avez dit qu'il était souhaitable que les mêmes erreurs ne soient pas perpétuées, et cela n'est qu'un bon vœu pour la nation malienne. Mais nous allons tout de même vous demander, si on vous demandait de comparer, parce que vous avez finalement servi deux dirigeants du Mali, Modibo et Moussa, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui sépare les deux hommes, ce qui les unit? Vous me posez une question et vous me demandez un service qui est fort délicat. Durant 23 ans, je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit sur Modibo, ni en bien, ni en mal. J'avais voulu garder cela et me taire pour qu'un jour je puisse les écrire. Mais les circonstances indépendantes de ma volonté m'ont obligé à vous dire ce que je viens de vous dire. Modibo et Moussa ne sont pas sur le même tableau de bord.
J'ai servi avec Moussa. J'ai assumé de hautes responsabilités avec Moussa. Moussa est arrêté. Je peux dire qu'il est absent. J'ai largement le temps de réfléchir sur le cas de Moussa. Pour qu'un jour, si vous avez l'occasion de me poser la question, pour que je puisse vous donner satisfaction. Mais à chaud, je préfère ne rien dire. Parce que mon éthique d'officier ne me le permet pas. Ce serait sous l'effet de la passion que je vais parler de Moussa. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Je ne servirai pas l'histoire. Donc vous refusez de faire, comme certains le disent, les absents ont tort et on peut l'exploiter, vous refusez d'exploiter cette absence. Oui. Mais je respecte votre position, je la comprends du reste. Pour terminer cette requête, terminer cette cueillette de l'histoire malienne, je préfère vous dire que le dernier mot vous appartient. Merci, Tchona. Et c'est la plus grande récompense que vous ayez pu me faire, en me posant des questions précises sur un homme que j'ai aimé, que j'ai côtoyé, sur un homme qui a des qualités certaines de chef d'État. Ce que je peux dire, c'est que l'Afrique a perdu un de ses meilleurs fils. Et vous savez, quand le commandant Koké était venu me voir, à Ségou de passage pour son village, c'est lui qui m'a annoncé le premier la mort de Feu Modibo Keïta. Vous n'étiez pas à Bamako? J'étais à Ségou. C'est avec une certaine indignation qu'il me l'a annoncé. Et il a ajouté tout simplement qu'il n'aurait pas dû mourir dans les mains des membres du CMLN. Ça a été une erreur. Je me souviendrai. Je me souviens également avoir dit... Sans jugement du reste. Sans jugement. Je me souviens avoir dit un jour à mon frère et ami Sadibou Sissé, c'est moi qui le lui ai annoncé lui aussi en prison la chose, la mort de Modibo, mais qu'un jour il serait réhabilité. Mais vous n'avez pas dit jusqu'à présent quel lien existait entre Sadibou et Modibo? Si, je vous l'ai dit. Sadibou était neveu à Modibo et ça est dans les lettres que je vais vous exhiber. Vous comprendrez mieux que Sadibou était neveu à Modibo. Donc vous voyez que j'étais entouré presque de parents de Modibo au moment de sa détention. Et je l'ai dit à Sadibou qui sera réhabilité, qu'on le réhabilite officiellement ou non. Pour ma part, j'ai une satisfaction morale que l'Afrique elle-même l'a réhabilité. Il a une fondation, Modibo Keïta déjà. Il y a un prêtre malien que je côtoyais et qui me rendait souvent visite à Ségou, qui est venu à cette occasion m'adresser des vœux sincères à l'occasion du décès de feu le président Modibo Keïta. Parce qu'il connaissait mes relations avec Modibo. Et au fil de la discussion, si vous voulez, ou bien de l'entretien, il m'a dit tout simplement, et j'ai retenu cela de lui, que celui qui gagne par l'épée périra par l'épée. Celui qui gagne par la trahison perdra par la trahison. Je pense
que c'est un enseignement que les uns et les autres doivent tirer. Je me rappellerai pour toujours les journées folles de 1960, quand on accéda à l'indépendance après l'éclatement de la Fédération du Mali. Les événements de 62, où on voulait mettre en cause le franc malien et toutes ses conséquences. Les événements de 68, le coup d'État. Le coup d'État avorté des sous-officiers, des officiers, les Gibi, Silas. Février 78, la guerre du Burkina en 2 phases. Et tout récemment, mars 91. Tous ces événements sont riches d'enseignements. Et les Maliens ont suffisamment de leçons à apprendre quand on jette un regard vers l'arrière. Pour ma part, Modibo est un homme d'État que j'ai côtoyé, qui a participé à ma formation, parce que cela m'a facilité ma tâche. Et dans l'administration que vous venez de citer, commandant de cercle, gouverneur en 2 endroits, ministre, directeur de cabinet, chef du cabinet militaire, avec les embûches. Je me dois de remercier tous les collaborateurs à l'époque du cabinet présidentiel qui ont participé, tant soit peu, à ma formation. Et les différents propos que je viens de porter à votre connaissance permettront, j'en suis sûr, de clore le débat pour pouvoir mieux servir l'histoire. Cela dit, je lance un appel pressant aux frères et sœurs, serviteurs de notre pays d'aujourd'hui, pour qu'ils retiennent une phrase de Montesquieu. Il faut savoir servir le peuple, mais ne rien attendre de lui. Je vous remercie. Bien, je vous remercie, mon général. Je pense que votre appel, et surtout vos vœux pour le Mali, seront exaucés. Et je retiens cette phrase: qui triomphe par la trahison, périra par la trahison. Qui triomphe par l'épée, périra par l'épée. Et je pense, puisque vous avez fait allusion aux journées folles de mars 91, je pense qu'un des résultats, en tout cas, qui doit sortir de ces journées folles, de ce drame social connu, est que jamais plus au Mali, personne ne triomphe par une quelconque de ces outils. Et que plutôt, au Mali, on triomphe par la voie des urnes, c'est-à-dire le choix souverain du peuple malien. Je vous remercie.